Est-ce que tu peux déjà donner ta définition personnelle du storytelling et pourquoi tu penses que c'est si important sur YouTube ou dans le marketing? Ouais. Alors ma définition du storytelling, déjà comment je le vois, parce que moi c'est vraiment le storytelling, on va dire adapté à la création de contenu, adapté à la création de vidéos. Donc pour moi ce sera comment rendre une histoire captivante et intéressante, comment embarquer le spectateur dans son histoire. Donc il y a plein de techniques qu'on peut utiliser pour arriver à cet objectif. Déjà sur YouTube, ça, ça joue beaucoup sur, tu sais, pour qu'une vidéo marche, sur les réseaux sociaux, même en général, bah, déjà sur YouTube, t'as 2, il y a 2 trucs auxquels tu dois faire attention. La première chose, c'est le taux de clic par impression. Donc là, ce sera surtout ton titre et ta miniature qui vont jouer. Donc si tu as un bon titre et une bonne miniature, il y a beaucoup de gens qui vont cliquer sur ta vidéo. Et après, il y a un autre paramètre qui rentre en compte, c'est Le watch le time. watch time, Ouais. exactement. Et comment tu peux jouer sur ce watch time? C'est avec le storytelling. Avec un bon storytelling, il y a beaucoup de personnes qui vont regarder ta vidéo jusqu'au bout, donc ton watch time va augmenter et donc ta vidéo va être, mise en avant par l'algorithme. Tu dois faire attention à ces 2 composantes et le storytelling t'aide à avoir une bonne structure de vidéo. Pour que ce soit logique, tu crées une histoire intéressante et que tu embarques les viewers avec toi pour qu'ils regardent toute la vidéo. Et après personnellement, moi aussi, le storytelling, c'est intellectuellement, ça me stimule beaucoup. C'est créer une histoire, j'ai un message que je veux faire passer, comment je vais faire? Comment je vais raconter cette histoire-là? Moi, ça me stimule de créer une histoire. Donc c'est aussi ouais, c'est quelque chose que j'adore faire et c'est pour ça que j'ai voulu, créer ce cours-là sur le storytelling. Créer un petit peu ma petite méthode pour créer des bonnes vidéos, quoi. Voilà. Voilà. Et moi, quand j'ai regardé ta vidéo sur la boxe, enfin Le le, défi, le Muay Thai, défi ouais, Muay Thai, ouais. j'ai vraiment ressenti énormément d'émotions, j'avais envie de chialer. Enfin, Ça, c'est le meilleur compliment qu'on peut me faire, quand on regarde, ma vidéo. Quand on me dit: «Ouais, j'ai ressenti des émotions», mais surtout: «Ouais, j'ai envie de chialer». non mais vraiment, Ouais. j'avais vraiment envie de chialer et j'avais mis le volume à fond. J'étais en mode putain, j'espère qu'il va gagner le combat. Et j'ai senti que bah, déjà, il y a un gros travail sur le storytelling et tout Ouais, ça. Enfin, moi, je l'ai écouté avec un casque et je trouve qu'au niveau de la musique, ouais. c'est exceptionnel. C'est pas le genre de choses qu'on a l'habitude de voir régulièrement. En tout cas, je n'ai pas remarqué qu'il y avait beaucoup de ce genre de choses sur YouTube. Et d'un coup, tu es sur un environnement sonore, on va dire paisible, et d'un coup, on passe à de la musique classique, à différents univers. Et je voulais savoir comment est-ce que tu fais pour faire justement ressentir ces émotions aussi grâce à la musique et tu réfléchis à ça. Je te remercie de l'avoir remarqué parce que moi, ça me fait plaisir, tu vois, quand on me dit ça et quand on remarque ce genre de choses-là. Et pour moi, dans le storytelling, justement, un des trucs les plus importants quand tu fais une vidéo, ça va être la musique et les effets sonores. C'est quelque chose déjà qui personnellement, en tant que spectateur, me touche beaucoup et je sens des émotions, tu vois. Et quand je suis sur le montage et que je suis aussi le spectateur, on va dire, de ma vidéo, tu vois, je ressens des choses. Des fois, quand je suis sur mon montage et que je mets une musique sur un clip, des fois, tu sais, j'ai la chair de poule ou j'ai mes poils qui se dressent et c'est là que je sens que je me dis: «OK, là, je suis sur le bon truc, je touche quelque chose de bien». Donc comment je fais peut-être pour choisir les bonnes musiques ou si Ouais. Pour faire ressentir ces ouais, émotions-là, ouais, justement. ouais. Bah, en fait, c'est beaucoup de tests. Je mets la musique sur un clip et je me mets en mode spectateur et je m'analyse, tu vois, ce que je ressens et si ça me fout des frissons, si ça me fout la chair de poule, je me dis: «OK, c'est bon, c'est exactement ce genre d'émotion que je veux faire, transparaître dans mes vidéos». Enfin, tu vois, j'ai pas l'impression que ce soit les mêmes musiques qu'on a Ouais. l'habitude de voir. Ouais. Du coup, est-ce que ça vient je sais pas, d'un endroit particulier ou Dans mes vidéos, je vais utiliser des musiques, j'écoute, tu vois, c'est les musiques du moment que j'écoute et après c'est ouais, de temps en temps, tu vois, quand moi j'écoute de la musique, je vais tomber sur des musiques intéressantes et je me dis: «Tiens, celle-là, pour une vidéo, ça peut être utile», donc je vais la garder, je vais me faire une playlist ou quelque chose comme ça et des fois, je suis un peu chanceux, par exemple, j'utilise, Epidemic Sound, je sais pas si tu connais? Donc c'est une banque de musique qui est assez connue. Tu payes, je crois c'est 13 € tous les mois et tu as accès à une bande de musique et d'effets sonores et des fois, quand je suis dans mon montage, je me dis: «Bon, bah, là, j'aimerais bien avoir une musique pour accompagner le sentiment de peur». Donc je vais chercher et des fois, je tombe sur quelque chose de très bien tout de suite, assez rapidement et je l'utilise. d'accord. Mais ouais, mais j'évite, comme tu dis, d'utiliser les musiques un peu de YouTube que tu peux entendre, partout, les musiques un peu génériques.
peuvent être bien dans certaines situations, hein, mais c'est comme ça que je fonctionne pour la musique, quoi. Ouais. Ok. Quand je... Quand je faisais des vidéos du coup avec Marketing Mania, au début l'enjeu, on faisait des vidéos de challenge, des vidéos de défis. Ouais. Et l'enjeu justement, c'était de saupoudrer des enjeux tout au long de la vidéo pour justement faire ressentir des enjeux pour maintenir l'attention. Et je voulais savoir, toi, parce que tu fais aussi des défis et des challenges, est-ce que tu as des techniques spécifiques Ouais. ou des choses spécifiques que tu utilises pour justement introduire puis maintenir les enjeux tout au long de la vidéo? Mmh. Est-ce que tu as des méthodes particulières? Bah, moi, j'aime bien me dire que le storytelling, en fait, c'est un enchaînement de questions que le spectateur doit se poser. Donc, en fait, il faut toujours qu'il se pose la question, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il doit toujours se dire ça et après, tu résous cette question. Donc il va se dire: «Ah OK, c'est bon, je vois». Suite après, tu dois rajouter de l'attention. Donc juste après, il doit se reposer la question: «Mais du coup, après, qu'est-ce qui se passe?» «Ah OK, d'accord, je vois. Mais du coup, maintenant, qu'est-ce qui se passe?» Et dans le cadre, d'un défi, c'est carrément ce que tu pourrais faire, en fait. C'est à chaque fois, c'est tu rencontres un problème, il y a une résolution, tu rencontres un problème, il y a une nouvelle résolution et c'est un enchaînement comme ça. Toi, justement, des vidéos que vous avez faites, tu étais, satisfait du résultat de l'histoire que vous créez à chaque fois? Ça va. Alors, la plupart du temps, c'est plutôt ouais, mais il y a des fois où je trouvais que ça faisait un peu fake les enjeux. Du coup, il y a des fois où tu vois, tu dis, faut que je mette des enjeux pour justement que ça, justement, maintenir l'attention, que ce soit intéressant et tout ça. Les spectateurs avaient l'air satisfaits, mais moi, personnellement, des fois, je trouvais que je me disais, ça manque de subtilité ou de naturel, tu vois, et tu dis, bon, il faut que je rajoute des enjeux, je vais essayer d'en rajouter là, mais comment doser, tu vois, pour trouver les bons enjeux et peut-être les sélectionner et puis, essayer d'expliquer les émotions que tu ressens pour justement amener les personnes à ressentir ça. Je n'étais pas toujours satisfait des enjeux. Et c'était quoi, par exemple, comme défi, Par exemple, je me fais coacher pendant 30 jours par une IA. Je teste un défi où j'essaie de créer une bande dessinée avec Midjourney. On essaie de créer des business models, s'il y a différentes choses comme ça. OK. C'est quoi le nom de la formation? L'art du storytelling. Est-ce que tu veux parler du processus de création de cette formation? Enfin, la vidéo de Stan est très utile à ce sujet-là. Une formation de A à Z. Exactement. Si je l'avais pas regardé, je pense que j'aurais eu tendance à donner énormément de théories. Tu sais, juste de donner des infos, des connaissances et en fait, dans sa vidéo, Stan explique il faut bien sûr expliquer la théorie, mais le minimum possible. En fait, juste la dose suffisante de théorie pour réussir quelque chose, pour la pratique. Et donc, en fait, il dit que c'est un module, c'est à chaque fois, c'est une étape pour arriver à l'objectif final de la formation. Donc moi, l'objectif final de mon cours, c'est de créer une vidéo YouTube qui va faire entre 40 000 et 220 000 vues. La recette, la méthode pour faire ça, parce que moi, c'est ce que je fais. Et donc, le but, c'est à la fin de la formation, c'est ta vidéo bien storytellée avec tout ce qu'il faut, tu as eu toutes les connaissances pour faire ta vidéo storytellée. Et donc, chaque étape, il y a de la théorie et ensuite tu fais quelque chose. De la théorie, tu fais quelque chose. Et à la fin, tu arrives avec ta vidéo bien storytellée. Heureusement que je suis tombé sur la, sur la vidéo de Stan. Ouais, t'as mis combien de temps à la faire déjà? Je l'avais écrite il y a un moment, il y a 3 semaines, je me suis dit: «Bon, faut que je la tourne, faut que je passe à la vitesse supérieure». Parce qu'en fait, j'avais la page de vente écrite, j'avais le contenu écrit, mais j'avais pas encore tourné. Mais on va dire peut-être un mois. Donc d'abord, tu as commencé par le contenu et la page de vente. Ouais. Au tout début, j'avais pas l'offre. Je me suis dit: «Je voulais créer un cours sur le storytelling pour partager mes connaissances, tout regrouper», mais je savais pas comment le «vendre» entre guillemets, parce qu'il faut que tu dises: «Bon, bah, si tu suis mon cours, à la fin, qu'est-ce que tu auras?» C'est pas juste des connaissances en storytelling, c'est qu'est-ce que ça t'apporte ces connaissances en storytelling et du coup, c'est faire des bonnes vidéos et donc d'abord, j'ai eu ce truc-là de: «OK, c'est quoi l'offre de mon cours? Qu'est-ce que tu as?» J'ai créé la page de vente, j'ai fait le contenu, donc module par module, je me suis dit: «OK, c'est quoi les étapes que la personne qui achète le cours va devoir suivre pour arriver à ce résultat-là?» Et après tu filmes et tu montes et c'est la partie la plus chiante et la plus, Le tournage ou le ouais, montage? le tournage. Bah et même le montage. Ah oui, j'aime bien.
T'aimes bien le montage ou le tournage? Non, le tournage. Le tournage, t'aimes bien? Ah ouais, j'aime Moi, bien. je trouve que c'est la pire partie. Mais moi, j'adore enseigner des choses. Ok. C'est mon kiff, tu vois. Ok. Ça dépend des gens. Ouais. Parce que ouais, ça demande beaucoup d'énergie. Ah, d'ailleurs, je voulais te demander, tu sais, c'est quand toi, tu fais des formations, tu vas faire une formation bien scriptée, ou alors tu seras plus en roue libre, on va dire, sans vraiment de montage dans tes cours? Bah, j'ai essayé les deux. Ouais. Et moi, je préfère justement que ce soit, tu vois, je mets des bullet points. Ouais. Et en fait, après, je navigue entre guillemets de bullet points, donc c'est pas du tout scripté. D'accord. Et j'ai essayé plein de formats de formation différentes. Et donc, j'ai essayé d'être le plus concis possible. Tu vois, genre, je note un truc et je reste quelques secondes sur la bullet point et je passe à la suivante. La dernière formation que j'ai faite, j'ai décidé de faire un truc qui avait rien à voir. Et du coup, c'était plus comme un podcast ou comme un peu plus freestyle. Et donc, en fait, une bullet point, ça pouvait se transformer en 5 minutes de discussion où, en fait, je déballe des choses et tout ça. Et un peu le conflit d'aujourd'hui, puisque les gens ont une attention de plus en plus limitée. Ouais. Donc, est-ce que j'essaie de faire la formation la plus courte possible pour, tu vois, leur donner juste les informations qu'ils ont besoin pour qu'ils puissent se lancer? Ou est-ce que je rentre plus en profondeur pour essayer de donner aussi des exemples, plein d'exemples différents? Ouais. Et du coup, j'ai pris le parti de me dire, OK, je vais faire des vidéos qui font pas 5 minutes. C'est peut-être des vidéos qui vont faire parfois entre 20 et 40 minutes. Mais en fait, je me suis dit, bah, je pense que les gens qui suivent la formation, c'est des gens intelligents. Et du coup, en fonction de l'audience que c'est, parfois faire des vidéos de 5 minutes, c'est bien pour certaines personnes. Je me suis dit, les gens sont intelligents, je préfère faire des vidéos plus longues et tu vois, ils auront une attention. Et j'ai pas la recette. Bien sûr. Mais toi, quand tu vas suivre une formation, tu préfères que ce soit justement le gars juste il parle, ou alors que ce soit très concis et rapide? J'ai suivi les deux types de formations et ça dépend ce que je cherche à accomplir. Par exemple, des formations vraiment hyper longues de 40 heures, mais qui te donnent vraiment une compréhension profonde du truc. Ouais. C'est super long à suivre, ça peut prendre des semaines. Mais en même temps, après, quand tu ressors de là, tu as vraiment enfin, si la formation est bien, tu repars avec une vraie transformation et je trouve que c'est beaucoup plus profond. Alors qu'en mode chaque vidéo, tu vois, c'est un objectif très rapide. Et ben en fait, ce qui est bien, c'est que bah peut-être en une journée ou quelques jours, tu as l'objectif qui est accompli. Ouais. Et du coup, c'est pas du tout la même approche en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les formations courtes qui sont un peu, on va dire, fast-food ou rapides, c'est quand même beaucoup plus à la mode. Et c'est pas du tout genre le fait de faire une longue formation, c'est pas forcément le truc que les gens font aujourd'hui. Mais c'est pas parce que les gens le font pas que c'est pas ce que les gens aiment non plus, tu vois. Genre, Ouais. je me dis c'est bien aussi d'être des fois à contre-courant de ce que la plupart des gens font. Exact. Ouais. Si c'est fait de manière réfléchie. Ouais. Ok. Comment s'appelle déjà le cercle de Joseph Campbell là? Ah oui, le parcours du héros. Je sais que tu en avais parlé dans un podcast, que tu disais que tu l'utilisais comme base des fois pour ton storytelling. Ouais. Je sais pas si tu l'utilises dans toutes tes vidéos, mais je voulais savoir si tu pouvais donner la formation. Je sais pas si c'est une technique de storytelling que tu utiliserais autre que celle-là, ou peut-être une technique que tu t'es appropriée ou que tu as adaptée. Là, le parcours du héros, c'est une des structures narratives, mais en fait, c'est parce que c'était la première que j'avais découvert, et je trouvais ça intéressant, le fait que, en fait, c'est un cercle, normalement. Enfin, quand tu vois d'autres structures narratives, c'est plutôt linéaire, et en fait, le cercle, c'est que le héros commence donc la situation initiale, il est dans son monde ordinaire, il va aller dans le monde extraordinaire, et à la fin, il revient dans son monde ordinaire avec un trésor. Donc soit c'est un trésor physique, quelque chose qu'il a récupéré dans le monde extraordinaire et qu'il va partager avec les gens de son monde ordinaire, ou une leçon qui va... Et j'aimais bien ce truc-là de cercle. Après, il y a plein d'autres structures de storytelling, et ce que je dis aussi dans mon cours, c'est que au final, elles se ressemblent un peu toutes. Il y a toujours les mêmes... C'est la même base, c'est les mêmes choses, il y a quelques petits détails qui vont changer, il y a le nom qui va changer, mais en gros, ça reste la même chose. Et il y a un truc que j'avais entendu dans une interview d'Alexandre Astier, je ne saurais pas ressortir sa phrase exactement, mais il disait que les structures narratives, alors je vais redire sa phrase très mal, et c'est dommage, mais en gros, il dit que c'est excellent parce que justement, ça te donne une structure, mais il ne faut pas les suivre à la lettre. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, tu peux les mixer, tu peux les mélanger, tu peux changer des trucs de place, tu fais un peu comme tu veux. Je pense que ça, c'est comme dans chaque domaine que tu apprends, c'est au début, tu es obligé un peu de suivre les bases, tu fais exactement comme ce qui est écrit dans les livres, dans les cahiers, et après, une fois que tu as acquis ces bases-là,
tu peux faire à ta sauce, un peu de freestyle et mélanger les choses parce que tu as compris la base. Connaître les règles pour mieux pouvoir les briser, quoi. Exactement. Et j'ai l'impression que c'est ça dans tous les domaines, en fait. Tu apprends la base et après tu fais à ta manière, quoi. Et sinon, tu disais, ouais, une technique de, de storytelling que j'aime bien faire. C'est marrant parce que quand j'ai fait le cours, tu sais, il y a pas mal de choses sur le storytelling. C'était vraiment instinctif et intuitif pour moi. Et l'exercice aussi qui était intéressant, c'était de théoriser ce que je faisais naturellement. Donc c'était compliqué, mais en même temps aussi un exercice intéressant. Et du coup, j'ai découvert que je faisais certaines choses, mais il y a une technique de storytelling que j'aime bien, que j'ai appelée armer l'ennemi. Et en gros, donc c'est pour augmenter la tension et l'intrigue. Et en gros, dans ton script, il y a des phrases que tu vas dire, des mots que tu vas utiliser, qui vont avoir pour utilité d'armer l'ennemi. Donc c'est très visuel. Tu vas dire que ton ennemi, imaginons, je sais pas, c'est un chevalier des ténèbres, je sais rien. Tu vas lui dire que dans ton script, tu vas dire qu'il a une épée qui est gigantesque, super puissant. Il a un bouclier qui le rend presque immortel. Il lance des boules de feu. En gros, ce sera des lignes dans ton script qui vont augmenter la dangerosité de l'ennemi. Donc l'ennemi, c'est pas forcément dans ton histoire. Ça peut être la procrastination ou Exactement, autre chose, quoi. exactement, exactement. Si tu veux armer la procrastination, il faudrait rajouter des phrases, des petites phrases autour. Ouais, des éléments. C'est un monstre et ça va être difficile à vaincre la procrastination. C'est quelque chose qui t'a toujours suivi depuis que t'es adolescent et du coup, c'est une habitude qui est ancrée en toi comme pas possible. Et donc, pour battre cet ennemi-là, ça va être très compliqué. Ça, c'est un morceau de ton script qui sert à armer cet ennemi-là, la procrastination. D'accord. Voilà, c'est une des techniques qui est utile, que j'aime bien utiliser. D'accord, super intéressant. Merci d'avoir regardé ce petit clip avec Paolo. Si vous voulez voir l'interview complète, il se trouve juste ici. Vous allez adorer. L'interview est absolument géniale. Donc je vous invite à aller faire un tour. Cliquez ici et on se retrouve dans l'interview.